fin de cette matinée. Comme je disais, un grand lancement attendu aujourd'hui que nous aurons l'occasion de découvrir dans sa partie technique, mais également dans sa partie business, qu'il apporte de nouveau pour vous. Et nous allons aussi, comme je disais, MS Solutions, c'est normal pour une entreprise qui est tournée vers le futur. Et ben nous allons parler de ce que nous cache l'avenir aujourd'hui en ces périodes d'incertitude. Sans plus tarder, sous vos applaudissements, je vous demande d'accueillir le CEO d'MS Solutions, Moaz Ranier. C'est Moaz Ranier. مبروك تغيير 10 سنين. Merci aussi, merci. Avant de te laisser la parole, avant de démarrer, je voudrais remercier tous ceux d'entre vous qui ont accepté notre invitation, tous ceux d'entre vous qui sont présents avec nous aujourd'hui, qui nous ont fait confiance, qui nous ont permis de nous développer. Je parle là principalement de la Tunisie. Malheureusement, nos partenaires d'Afrique subsaharienne n'ont pas pu venir. Donc bon, j'espère qu'on va pouvoir y remédier rapidement. Je remercie nos partenaires et clients algériens qui ont accepté notre invitation et qui ont pu venir aujourd'hui. Donc merci beaucoup, merci d'être là. Je vous remercie. Alors, 10 années, j'aimerais bien revenir avec vous à chaque fois avec peut-être un fait marquant, une anecdote, et puis peut-être des réalisations assez importantes que vous avez pu vivre sur ces 10 années. Commençons par fait marquant, un tournant et une anecdote. Pas forcément dans cet ordre-là. Oui, bon, je vais commencer comme le parterre. Il y a pas mal de banquiers, je veux dire. Donc la petite anecdote, c'était le lancement de MS Solutions il y a 10 ans, où j'essayais de me faire financer pour démarrer l'activité. Donc je me suis adressé naturellement aux banquiers et finalement ça a été un petit peu plus vite avec mes partenaires que je remercie. Donc mes partenaires internationaux qui m'ont donné un petit coup de boost au départ pour accepter de décaler les paiements pour qu'on puisse démarrer et après ça a suivi avec nos banquiers et qui nous ont permis de développer notre activité à l'international, qui nous ont permis de financer notre activité. Donc c'était la petite anecdote où on avait démarré avec ils se sont bien rattrapés. Fournisseur, on va dire. Donc, mais ils se sont très bien rattrapés nos banquiers ensuite et je les remercie d'être à nos côtés et d'avoir cru en nous et de nous faire confiance. Alors, un tournant pour cette aventure MS Solutions sur ces 10 années, s'il y a un tournant. Le tournant pour nous a été principalement l'internationalisation. Nous avons très vite décidé de nous orienter vers l'international. On a commencé par la Libye, on a travaillé avec l'Algérie, donc ces deux pays qui nous ont aussi accueillis, qui nous ont fait confiance assez rapidement. Et puis ça s'est développé ensuite sur l'Afrique subsaharienne, sur l'Europe aujourd'hui, sur certains pays du Moyen-Orient. Donc on continue à se développer. Donc le tournant c'était au bout de 2-3 ans, donc on a réussi à lancer notre activité internationale et on est fiers aujourd'hui de compter. On en est d'ailleurs à 26 pays aujourd'hui, avec 250 institutions financières réparties sur ces 26 pays qui travaillent avec nous et qui nous ont fait confiance. Alors, s'il y a un fait marquant, et je termine avec ça, s'il y a un fait marquant sur ces 10 années, il y en a certainement plus, s'il y en avait un. Alors, un fait marquant, ça a été la période du Covid. Ça a été la période du Covid où on a été, parmi d'autres, donc sollicité pour accompagner le gouvernement sur les aides sociales. Et c'était un projet très important et qui était très urgent. Donc il y a des gens qui sont là, qui nous ont fait confiance. Et qui nous ont demandé de mettre en place cette plateforme qui a permis en fin de compte de servir des aides sociales la première année à 300 000 personnes, malheureusement la deuxième année à beaucoup plus. Moi je dis malheureusement parce que ça veut dire qu'il y a eu des besoins qui se sont développés pour accompagner les gens pendant cette période très compliquée. Donc nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à ce projet national qui s'est réalisé dans un laps de temps très court et qui a permis, grâce à l'engagement de beaucoup de gens qui sont aujourd'hui ici, de servir ces aides sociales à des gens qui en avaient besoin. Cette période de Covid, c'était une période certes très difficile, mais
je vois qu'il y a beaucoup de collègues journalistes ici, on se souvient très bien que c'est une période aussi qui était connue pour une explosion en matière d'innovation. Pourquoi? Ça, il faut jamais l'oublier. Quand on veut, on peut. Et à l'époque, on avait voulu rapidement innover, lancer des solutions pour pouvoir faire face à cette crise. Le point commun entre toutes ces solutions qui ont été rapidement installées, c'est que c'était gratuit. Donc c'était plus simple, il faut dire. Mais on a démontré, au-delà de cet aspect-là, qu'il pouvait rapidement peut-être dépasser certaines contraintes de marché public, etc. On a vu rapidement justement qu'on pouvait installer des solutions et faire face aux plus grandes crises, peut-être même mieux que dans d'autres pays. Mais voilà, ça c'était juste pour l'anecdote. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'était gratuit. Non, mais ça a été la preuve que lorsque tout le monde s'y met, lorsqu'on veut, quand il y a la bonne gouvernance, les choses avancent dans notre pays et qu'on arrive à réaliser de belles choses ensemble. Alors, est-ce qu'il y a enfin, il y en a certainement, mais quelles sont peut-être des réalisations significatives d'MS Solutions sur ces 10 années? Je vais essayer de vexer personne. Alors, réalisation significative, il y en a une qui est forcément la dernière, qui s'est faite grâce à la confiance de beaucoup de personnes, grâce aux efforts aussi de nos équipes. C'est le switch mobile national qui a été mis en place avec le concours de la SMT, et grâce à la SMT, et grâce à la Banque centrale, grâce aux acteurs bancaires de la place, donc qui nous a permis aujourd'hui d'avoir une plateforme qui assure cette interopérabilité entre les institutions financières, mais et qui nous a permis également de répliquer le modèle dans d'autres pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de déployer une plateforme de mobile payment sur 17 pays pour le compte d'une banque, d'une grande banque marocaine, qui va opérer entre ses filiales. On vient de mettre en place une plateforme de mobile payment nationale également en Libye. On est en train de travailler avec d'autres acteurs là-dessus. Donc ça fait partie des réalisations dont nous sommes fiers aujourd'hui. Mais il y en a d'autres où nous accompagnons des banques à l'international sur tout le continent africain. Sans compter, bon, je ne veux pas devancer les choses, mais des projets que nous sommes en train de réaliser, j'en parlerai tout à l'heure, et qui se font grâce à la confiance d'institutions tunisiennes et algériennes également en ce moment. Donc je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, s'il y a quelque chose dont vous êtes très fier, s'il y a une chose dont vous êtes fier sur ces 10 années. Il faut en choisir une. Une. D'accord. Alors, la chose dont je suis fier aujourd'hui, je vais vous la montrer. Et puis je reviendrai dessus. Bienvenue chez MS Solutions, l'entreprise IT, avant-gardiste et créative. Ici, nous investissons dans les meilleures technologies. Nous proposons une infrastructure de pointe et nous veillons à ce que nos collaborateurs disposent des outils nécessaires pour qu'ils puissent être efficaces et efficients. Nous croyons en notre engagement technologique, mais c'est notre équipe qui fait de cet endroit un endroit si spécial. Nous sommes pluridisciplinaires. Nous nous composons d'experts et de passionnés qui travaillent main dans la main dans un environnement dynamique pour fournir des solutions innovantes à nos clients. Nous donnons beaucoup d'importance à l'atmosphère de travail. C'est pourquoi nous avons créé un environnement moderne qui favorise la collaboration et la cohésion d'équipe dans un espace agréable et plaisant. Chez MS Solutions, il est clair que nous travaillons pour anticiper les besoins de nos clients. Mais nous n'oublions pas que rien ne serait possible sans l'engagement, la veille et le travail acharné de toute notre équipe. Alors, je présume que ce sont vos locaux. Oui, enfin, ce sont surtout nos équipes. Je suis pas fier de nos locaux, je suis fier de nos équipes. Donc, en fait, justement, je voulais saisir cette occasion, comme les équipes qui travaillent pour vous, elles sont en train de travailler pour vous. Donc, les équipes ne sont pas là aujourd'hui parce qu'elles sont en train de faire leur job au bureau. Donc, je voudrais simplement remercier tous ceux qui font partie de nos équipes, qui sont engagés au quotidien à servir nos clients. Je voudrais appeler sur scène les chefs de département pour les remercier, juste pour vous les présenter rapidement.
Akram, Brahim, Ayman, vous venez? IG, sur vos applaudissements, c'est un hommage qui vous est rendu, c'est pas prévu. C'est ça. J'ai pas appelé tout le monde, donc je sais pas si tout le monde est là. Zina, je sais pas si. Alors, tous les chefs de département MS Solutions, venez sur scène, tout simplement. Aujourd'hui, une entreprise n'est riche que justement de ses équipes, que des personnes qui développent au quotidien. Et puis j'aime bien justement les collaborateurs qui tiennent la maison pendant que nous on est là pour vous présenter. Tout à l'heure, vous le verrez, nouvelles solutions d'MS Solutions. Ils sont. Vous en connaissez, vous en connaissez certainement certains. Donc Abdelkader qui est en charge de toute la division embarquée chez nous. Ayman qui est en charge d'une plateforme qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je laisse ça comme ça pour pouvoir détailler après. Brahim qui est en charge des solutions digitales. Hatem qui n'est pas chef de division, c'est notre DGA, donc en charge de la technologie. Akram qui est en charge du mobile. Emin qui est notre CTO. Zina qui est en charge de la qualité. Et voilà, c'est tout, on a fait le tour. Voilà, merci à eux, merci beaucoup. On peut les applaudir, moi je vous ai rendu. Bravo pour tout ce que vous faites au quotidien. Alors, justement, après avoir découvert un petit peu ces équipes et après avoir vu un petit peu fait un tour très rapide de ces 10 dernières années, alors moi j'aimerais bien que vous puissiez nous parler des 10 prochaines années. Que nous cachent ces 10 prochaines années? Je sais qu'on n'avait pas la prétention de dire vous êtes un devin, mais on essaye de faire un petit peu de prospective et de voir quels sont les challenges auxquels vos partenaires, auxquels notre pays, auxquels votre industrie va faire face ces 10 prochaines années. Et je vais vous laisser en compagnie de Moazra Lissu. Merci aussi. En fait, comme tu l'as très bien dit, je ne suis pas devin, mais disons que au quotidien, ce que nous essayons de faire, c'est de travailler sur les tendances de ce qui est en train de se passer dans le monde, pour anticiper l'arrivée de ces tendances-là, et d'essayer de vous accompagner du mieux que nous pouvons à faire face à ces tendances et à ces nouvelles technologies qui arrivent. Donc, je crois que j'en ai. Voilà. Aujourd'hui, le monde du paiement a considérablement évolué. Donc, c'est la petite pièce du temps des Carthaginois, mais le digital fait partie aujourd'hui de notre quotidien. Le cashless est quelque chose qui s'installe de plus en plus dans les pays. On verra les chiffres tout à l'heure. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que il y a eu la crise du Covid qui a accéléré la digitalisation du paiement, qui a accéléré l'usage de nouvelles technologies pour le paiement ou dans le monde du paiement. Donc avec des disparités forcément d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, et ça on le voit très bien. Donc j'ai repris les chiffres d'une étude de Price qui a été faite en 2021 et qui donne un petit peu l'évolution. Donc cette évolution-là est considérable. On voit que l'évolution est à peu près dans les mêmes proportions pour l'Afrique, bien que les volumes soient plus faibles, mais c'est un signe qu'aujourd'hui la bascule s'est faite et elle va continuer à se développer progressivement. Donc moi j'ai retenu 2 chiffres. C'est les 1200 milliards de transactions qui ont lieu dans le monde, ce qui représente en moyenne 150 transactions par an, par personne. Si je prends les derniers chiffres de la Banque centrale, je parle du cas de la Tunisie, on est à 7 transactions par personne et par an. Ça veut dire qu'il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge, mais pour que ça puisse se développer, bien entendu, vous n'êtes pas, vous, banquier, seul, responsable de ce développement. Il y a tout l'écosystème qui intervient là-dedans, il y a la réglementation, un certain nombre de choses, mais le mouvement est là, le mouvement va se faire. J'ai choisi ce slide parce que, en fait,
ce à quoi il faut se référer et ce qu'il faut prendre en considération dans une stratégie pour pouvoir accompagner le développement du paiement, c'est les critères de choix des consommateurs. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le paiement dans le monde est devenu un pilier qui contribue considérablement à l'inclusion, qui contribue au développement économique. D'ailleurs, petite parenthèse, c'était une étude de EY qui avait été réalisée en Europe il y a quelques années, qui avait mesuré l'impact du paiement digital sur le PIB, des pays. Donc en fait, eux, c'était plutôt dans une étude qui tendait à expliquer comment le digital pouvait permettre de combattre ce qu'ils appelaient la shadow economy, donc l'économie informelle, et ils avaient mesuré l'impact du digital sur le PIB et c'était conséquent. Donc aujourd'hui, ce pilier-là est un pilier essentiel auquel il faut continuer à porter de l'attention et sur lequel il va falloir se focaliser. Cela étant, il faut comprendre le besoin qu'il peut y avoir derrière, et c'est parfois sur ça que nous péchons, c'est qu'on a tendance à vouloir copier des choses qui ont réussi, alors que nos contextes à nous sont différents. Et c'est ce que nous, on a la chance de travailler sur des territoires très variés, donc on voit forcément ces écarts entre, je prends le cadre de l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, les besoins ne sont pas les mêmes, la façon d'agir et de réagir n'est pas la même. Donc ça, ce sont des éléments sur une étude mondiale, mais qui est assez parlante, dans le sens où elle nous donne les critères de choix du moyen de paiement pour un client. Donc les clients aujourd'hui, leur priorité, c'est la facilité d'utilisation. Ça, c'est le critère généralement premier pour faire le choix d'un moyen de paiement. L'acceptation marchand est la deuxième. Et ça, je me permets de faire un commentaire là-dessus, c'est que souvent on se précipite à lancer un moyen de paiement, mais on oublie que son acceptation est essentielle. Parce que ça ne sert à rien de lancer un nouveau système de paiement si la base commerçante n'est pas prête. Si le client se pose la question de savoir où est-ce qu'il va devoir payer, c'est mort. Il faut qu'il puisse utiliser ce moyen de paiement. Et bon, je vous laisse découvrir les raisons. Les raisons financières ne sont pas forcément en haut du podium, parce que les gens, on l'a vu également, c'est que les gens sont prêts à payer pourvu qu'il y ait un service en face, pourvu qu'il y ait de la qualité en face. Et un des critères qui moi, personnellement, je dirais pas qui m'a surpris, mais qui m'a interpellé, c'est la sécurité. La sécurité ne compte pas beaucoup dans le choix du client, mais pour une raison. La raison, c'est que les clients des moyens de paiement, donc les utilisateurs, partent du principe qu'ils ont une institution financière en face d'eux et que cette institution financière est sécurisée et qu'elle a pris toutes les dispositions pour l'être. Donc au final, c'est un enjeu pour vous essentiel, parce que vous devez toujours maintenir le niveau de sécurité nécessaire pour préserver les intérêts de vos clients. Mais le client, il ne doit pas y penser. Au moment où il va sortir un wallet demain, ou une carte, ou quoi que ce soit, il ne doit pas se poser la question de savoir si, derrière, la banque a fait le nécessaire pour que ça soit sécurisé. Et ça, c'est très 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 important dans ce que vous allez faire demain, en lançant de nouveaux services. Deuxième vecteur qui est assez intéressant, c'était le facteur générationnel. Le facteur générationnel qui va orienter les choix dans un sens ou dans un autre. Et on va retrouver, donc forcément, je ne vais pas vous relire le tableau, mais dans le classement, ce classement-là, c'est une étude qui a été faite par une société Payment aux US.
sur les orientations des jeunes notamment et des différentes catégories en matière d'utilisation de nouveaux moyens de paiement. Donc ça, c'est des chiffres qui vous donnent l'utilisation des nouveaux moyens de paiement. Donc forcément, en tête de liste, on va retrouver les wallets, ensuite les cartes, ensuite le cash ou les chèques, le transfert en ligne, le buy now, pay later, j'y reviendrai, les cryptos et puis les autres qui sont accessoires. Je lisais une étude il y a 2 jours sur l'impact technologique et les tendances des jeunes. La génération Z aujourd'hui aux US, et c'est quelque chose qui va finir par nous arriver un jour, est en train de bannir Android de leur cercle. Ça veut dire que les jeunes aujourd'hui, entre eux, il y a 2 clans. Il y a le clan Apple, iOS, et le clan Android. Et quand vous ne faites pas partie du clan iOS, on ne vous parle pas. On ne vous envoie pas de message. On vous bannit. Donc c'est une parenthèse, mais qui est très parlante, parce qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de comprendre son client, c'est de comprendre sa manière de fonctionner, sa manière de penser, pour pouvoir l'adresser avec le bon produit qui va lui correspondre. Et on ne va pas pouvoir couvrir tout le monde de la même manière. Donc ce slide-là que j'étais en train de vous montrer avec ces études, en fin de compte, résume parfaitement les tendances. Ce qui est en train de se faire et ce qui est en train d'arriver sur nos territoires, qui va arriver progressivement. Je commencerai par la tokenisation, parce que j'ai parlé des wallets. En fait, le wallet, déjà le bon point de départ, si je peux me permettre, les wallets tels qu'ils ont été décrits là n'ont rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire, c'est du mobile money. C'est un petit peu à la mode opérateur. Les wallets, tels dans leur définition aujourd'hui, en termes d'usage à l'international, c'est des portefeuilles dans lesquels vous avez souvent de la carte digitalisée, d'où la tokenisation. Les Apple Pay, les Google Pay, tous ces services-là, qui sont plutôt adossés à des systèmes existants, qui sont adossés à des systèmes cartes. Maintenant, la carte se digitalise, donc les systèmes restent les mêmes, mais l'usage est en train de changer. Donc la tokenisation aujourd'hui permet d'adresser le paiement sans contact, permet d'adresser le e-commerce d'une manière plus sécurisée, permet d'améliorer l'expérience client. Les néobanques aujourd'hui sont en train d'y aller parce que ça permet de capter la clientèle tout de suite, de leur offrir un moyen de paiement tout de suite, quitte à passer ensuite vers le physique. Petite parenthèse, j'en profite pour remercier la première banque de la place qui nous a fait confiance, pas la première banque en termes de classement, mais la première qui lance un projet de tokenisation. Nous sommes heureux de l'accompagner sur ce projet avec Thales. Donc j'espère qu'on pourra très rapidement lancer ce premier service de paiement NFC. Deuxième tendance qu'on voit en matière d'acceptation et en matière d'adhésion des jeunes et des moins jeunes aujourd'hui, ça reste la carte en termes de chiffres et de prévisions, sauf que le comportement client a changé. Ça veut dire que le client aujourd'hui fait son choix de produits en fonction de ses habitudes, en fonction de son appartenance, en fonction de ses goûts, en fonction de ses convictions également. C'est pour ça qu'on va retrouver de la carte biodégradable, des plastiques recyclés pour des gens qui ont, et aujourd'hui nous avons des partenaires et des clients qui utilisent ce type de carte, notamment en Tunisie, des cartes pour ceux qui sont orientés techno, des cartes biométriques, donc où on peut payer simplement sans code mais en mettant le doigt sur la carte, des cartes sur du haut de gamme qui vont être des cartes métalliques, assez haut de gamme avec des effets spéciaux. Donc ça va accompagner en fin de compte cette diversité de besoins
que nous retrouvons sur le terrain. L'instant payment aujourd'hui est quelque chose grâce aux API, grâce à l'open banking, grâce à ce qui est en train de cette transformation qui s'opère aujourd'hui dans le monde. L'instant payment est, je dirais pas l'avenir du paiement, mais il va en faire partie. Il va en faire partie, il repose sur des normes, sur une... après, chaque zone, et c'est là où ça pose peut-être problème, c'est l'interopérabilité sur la scène internationale qui peut poser problème, mais sur la scène nationale ou sur la scène régionale, on retrouve des expériences. Il y a l'Europe avec DSP2, on a les États-Unis aujourd'hui avec FedNow qui a lancé l'instant payment. On a l'Afrique du Sud avec, ils ont appelé ça rapid payment. Sur l'Afrique du Sud, après, tout est lié au système de compensation, comment ils le mettent, la fréquence, est-ce que c'est vraiment de l'instantané, c'est du différé, enfin, il y a un certain nombre de choses, mais c'est un sujet, à mon sens, à suivre. Je sais qu'en Tunisie, il y a une réflexion autour du sujet, il y a des projets en tout cas, mais ça peut apporter une réponse, notamment sur le B2B, pour accélérer le paiement, et donc attirer aussi un petit peu plus de monde. BNPL, donc le Buy Now, Pay Later, est la tendance aujourd'hui dans le monde. La tendance qui a eu pour conséquence d'impacter un petit peu l'usage de la carte de crédit. Parce que tout simplement, ce principe-là inverse la donne. Sur une carte de crédit, c'est le client qui paye la commission, enfin, ou les frais. Dans ce principe-là, c'est l'inverse, c'est le commerçant qui va payer des frais. Parce qu'en fin de compte, on apporte de la clientèle aux commerçants, donc ça peut être gratuit pour le client, payant pour le commerçant qui va payer des frais, tout simplement, mais en face, il va gagner du business. Donc c'est quelque chose qui se développe énormément aujourd'hui sur la partie e-commerce. Je en reviendrai, je ferai une parenthèse tout à l'heure sur ce que nous faisons, nous, pour le porter également sur le physique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le SNPL. En fait, le SNPL, c'est l'inverse du BNPL. Ça a vu le jour en Inde, ça commence à se développer. C'est le Save Now, Pay Later. Donc en fait, ça incite les gens à économiser pour pouvoir acheter. Derrière, il y a des programmes qui ont été développés pour permettre à ces gens-là d'avoir la certitude de pouvoir acheter. J'ai besoin d'acheter un frigidaire j'ai pas les moyens aujourd'hui. Je suis pas obligé d'avoir un crédit. Je vais le faire à l'inverse. Je vais économiser. Donc l'entreprise financière va pouvoir placer mon argent et à la clé, j'ai une remise sur l'achat parce qu'il y a un deal avec l'écosystème des commerçants avec lesquels l'établissement financier est agréé. Donc il y a cette tendance en fin de compte qui est en train de répondre à des besoins, mais il y a des besoins aussi qui sont liés à la culture, donc de l'économie. Et c'est là où il y a peut-être matière à réfléchir à la manière avec laquelle vous voulez adresser ces différents secteurs et ces différents créneaux. Les CBDC, forcément, tout le monde en parle. Il y a de vrais enjeux. Ça peut permettre de démocratiser l'usage des crypto-monnaies. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est l'écosystème, est-ce qu'il est prêt? Est-ce que la réglementation est prête? Quels sont les impacts que peut avoir la mise en place d'une crypto-monnaie de banque centrale au niveau national? Ça va renforcer forcément le contrôle avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Il y a des enjeux derrière en matière de cybersécurité, en matière de données personnelles. Enfin, il y a toute une réflexion à faire. Et puis, il y a le vrai sujet qui reste l'interopérabilité. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a fait la force aujourd'hui des réseaux internationaux avec lesquels vous travaillez? C'est l'interopérabilité. C'est le fait que quand vous partez avec une carte Visa ou Mastercard à l'international, vous ne vous demandez pas si elle va être acceptée quelque part. Par contre, si vous sortez avec une crypto-monnaie nationale, est-ce que demain elle va être acceptée dans d'autres pays? Ça fait partie des questions qu'il faut se poser. Côté acquisition, en fait,
on avait pensé à un moment donné que c'était le risque ou la menace qui allait casser tout le business des acquéreurs, notamment en matière d'équipement. Ça peut l'être à terme, mais le soft POS qui aujourd'hui rapidement consiste à transformer un téléphone mobile en TPE, donc pour permettre l'acceptation de la carte ou du NFC sur un téléphone mobile plutôt que sur un TPE, va permettre aux banquiers ou aux acquéreurs d'élargir leur base d'acquisition. Donc ça veut dire d'adresser encore plus de monde. Parce qu'aujourd'hui, on reste sur nos territoires, ça reste assez faible en matière d'acquisition. Le taux de couverture des commerçants est assez faible, parce que ça coûte de l'argent de mettre un terminal, parce que ça coûte de l'argent de le maintenir, ça coûte de l'argent de le déployer, et faire ça complètement à distance d'une manière simplifiée pour une catégorie de commerçants peut avoir du sens. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de voir qui se développe, et là je parle que de techno. Mais pour que ça réussisse, ça repose aussi sur des données réglementaires, on va dire. Donc il y a la donnée technologique, je vais en parler un petit peu parce qu'il y a la partie intelligence artificielle qui est dedans, et il y a la partie normative. L'IA aujourd'hui simplifie un certain nombre de choses, donc grâce à la data qui est disponible, elle va vous permettre de mieux comprendre votre clientèle, elle va vous permettre de mieux les adresser, elle va vous permettre d'offrir des services assez spécifiques en améliorant la qualité, donc que ce soit une qualité en matière de sécurité, de service client, d'accompagnement, d'offres, d'incentives et ainsi de suite. Donc il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. Et sur la partie normative, on est en train de voir dans le monde une norme qui est devenue le catalyseur de l'instant payment et d'autres sujets autour de l'interopérabilité, qui est ISO 20022. ISO 20022 aujourd'hui est une norme qui a été adoptée par Swift, mais qui également a été adoptée par d'autres modèles qui vont développer ou permettre de développer l'omnichannel, qui vont permettre de développer l'interopérabilité et l'accélération des paiements entre plateformes et entre banques. Donc il y a un vrai enjeu autour de ça. J'espère que nous allons pouvoir avancer sur ces sujets-là en Tunisie, parce que c'est des sujets sur lesquels nous sommes aujourd'hui présents sur d'autres pays, parce que d'autres pays y sont déjà. Il y a une norme qui découle de l'ISO 20022 qui s'appelle Nexo. Nous on fait partie du groupement Nexo, qui travaille en fait sur la normalisation et la standardisation. Désolé messieurs les PDG de banque, parce que là je descends un petit peu sur la technique, mais je vais refermer rapidement la parenthèse. En fait, ça va vous permettre de standardiser les échanges avec les différents équipements que vous pouvez avoir. En fait, ça va normaliser l'échange DAB, l'échange TPE, l'échange TMS, et ainsi de suite. Donc, ça va standardiser tout ça, ça va faciliter le déploiement et faciliter le contrôle. Voilà. Donc, j'en arrive à ma conclusion sur ce volet des tendances. Ce que je pense, et ça n'engage que moi, c'est qu'aujourd'hui, toute institution financière devrait envisager son positionnement dans quelques années, ce qu'elle souhaite adresser et ce qu'elle ne souhaite pas adresser forcément, et prendre en considération cette technologie pour voir comment elle va l'utiliser pour apporter un plus à sa clientèle, l'adresser de la meilleure manière qui soit, pour pouvoir garantir la pérennité de l'institution dans la durée. À notre niveau, ce que nous essayons de faire, c'est d'être en alerte par rapport à ce qui se passe. On a une cellule qui fait de la veille, on fait des benchmarks,
On travaille avec des experts internationaux, avec nos partenaires entre autres, sur ce qui est en train d'arriver et comment s'y préparer pour pouvoir être prêt le jour où il va y avoir un besoin sur nos territoires. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et aussi je te... Bah, c'est bien, ça c'était les tendances, on peut applaudir. Donc ça c'était les tendances vues par MS Solutions sur les 10 prochaines années. Alors ça c'est tendance, c'est le monde, c'est le business, c'est le secteur dans lequel vous évoluez. Alors que prépare, et encore on a vu c'était pas vraiment les 10 prochaines années, c'était plutôt sur cette année, et moi je pense au rythme mouvant des choses, ça peut même être sur une période plus réduite, ça va tellement vite de nos jours. Alors justement sur les quelques prochaines années, que propose MS Solutions face à ces challenges aujourd'hui? Alors ce que nous avons fait, enfin certains d'entre vous connaissent déjà nos solutions pour les avoir utilisées. On a essayé de faire évoluer nos plateformes logicielles et depuis 3 ans, nous avons investi, nous nous sommes mobilisés pour travailler sur une plateforme qui allait être une plateforme agrégatrice de tous les modules en fait que nous avons, plus de nouveaux, et qui ont pour objectif de répondre à un besoin existant des banques aujourd'hui et, on l'espère, avec les besoins futurs. Parce que ce que nous avons fait, les tendances dont je vous ai parlé, sont des tendances que nous avons complètement intégrées dans notre réflexion et que nous avons déjà préparées. Je vous ai parlé de l'ISO 20022, mais pas que. On a travaillé sur d'autres tendances, notamment sur la tokenisation, pour intégrer tout ça et être prêt pour votre plan stratégique, pour votre plan de développement, pour votre innovation à vous en matière de services. Donc aujourd'hui, en fait, ce que nous annonçons, c'est Spark, qui est notre plateforme de paiement digital, qui est la première plateforme au monde à avoir obtenu la certification PCI SSF. Je dis bien la première au monde. Cette plateforme-là, en fait, la norme SSF, rapidement, pour que vous compreniez ce que c'est, avant, il y avait une norme qui s'appelait PADSS qui sécurisait, en fin de compte, le logiciel qu'une banque allait mettre chez elle dans le cadre d'une certification PCI DSS. PCI a abandonné cette norme-là l'année dernière, donc la deadline était le 28 octobre 2022. Et a sorti il y a 2-3 ans une norme qui s'appelle PCI SSF, qui est beaucoup plus large, qui englobe notamment les aspects de gestion de projet, de qualité, de codage sécurisé, de beaucoup de choses qui ont pour vocation à vous garantir, à vous en tant qu'utilisateur, une solution qui soit la plus sécure possible. Donc, aujourd'hui, cette plateforme Spark, je vous disais que vous connaissiez certainement certains modules. Vous connaissez, pour ceux d'entre vous qui l'utilisent déjà, la partie mobile payment, la gateway, le gestionnaire de terminaux, la grande distribution de MSS Retail, donc et tous ces modules-là, on les a embarqués. On a revu l'organisation pour que ça puisse faire partie d'une suite logicielle complète, qui est modulaire, flexible, et nous l'avons complété par Spark Payment Switch, qui est notre serveur monétique à destination principalement des banques, qui est une plateforme aujourd'hui qui couvre la quasi-totalité du périmètre que peut avoir une banque. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas le but du jeu, mais en gros c'est pour faire simple, ça vous permet d'adresser la partie émission avec un CMS qui est multi-support, ça vous permet d'adresser les problématiques de tokenisation, ça vous permet d'adresser la partie acquisition, que ce soit ATM, commerçant, e-commerce et ainsi de suite, de processer vos ATM, vos terminaux, le soft POS qui a été intégré dedans, la gateway qui est intégrée dedans, le mobile payment qui est intégré mais d'une manière modulaire, et
ce que nous avons fait, c'est que nous avons travaillé sur des composantes que vous avez en standard d'habitude, qui sont la gestion de la fraude, la compensation et litige, mais nous y avons rajouté une couche d'intelligence artificielle pour optimiser et améliorer le traitement pour que vous puissiez avoir un résultat encore plus pertinent. En fait, je demanderai tout à l'heure à notre CEO de rentrer brièvement dans quelques détails. Le problème que nous rencontrons régulièrement chez nos clients sont au niveau de la fraude et au niveau de la compensation. Il y a un argent fou qui est perdu sur la compensation. Donc ce que nous avons essayé de faire, c'est d'optimiser cette composante-là, ces deux composantes-là, pour vous aider à réduire votre risque, réduire vos coûts et ensuite développer la partie business. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin que je rentre dans les détails. Par contre, ce que je peux vous proposer justement, c'est d'aller un petit peu plus dans les détails techniques. Ça ne sera pas très long, on prendra 10 minutes. Je sais que vous êtes impatient pour voir la suite parce qu'il y a la partie business juste derrière, mais on peut prendre 10 minutes peut-être pour la partie technique. Ok, si je vais appeler Mère. Donc on va passer à cette partie technique avec Sibeth Manoubi qui est le CEO de MS Solutions. Là je me cherche. Bonjour tout le monde. 10 minutes. On va essayer. Très bien. Donc on va commencer par la compensation et gestion de chargeback. C'est une plateforme qui va gérer à la fois la compensation nationale, internationale et aussi elle intègre la partie mobile payment. Pour le processus de compensation, en fait, nous avons fait straightforward, très rapide, avec une gestion de processus très rectiligne, qui commence par une intégration des fichiers sources émanant de la SNT, la Banque centrale et Visa, Mastercard et compagnie, de faire la réconciliation avec les transactions enregistrées au niveau de notre serveur local, de ensuite faire le contrôle et la vérification par rapport aux législations, par rapport aux conventions interbancaires. Donc on fait vraiment contrôle de toutes les commissions appliquées. Donc c'est le plus, ça veut dire on n'accepte pas réellement les fichiers tels qu'ils viennent, on les revérifie. Et finalement, la partie intégration avec le système comptable de la banque pour générer les écritures comptables, avec un objectif simple, 0 opération manuelle. Donc, tout est automatisé depuis la réception des fichiers jusqu'à les écritures comptables qui vont sur le système comptable. Donc pour ce faire, on s'est basé sur un ensemble de référentiels. Donc, une liste de comptes, 10 minutes, donc on va essayer de faire vite. Donc, la gestion, la comptabilisation de tous les comptes, on a référencé tous les mouvements comptables possibles et imaginables. Donc, il y a plus d'une centaine d'écritures comptables. Et ces écritures comptables, ils vont, selon les types de transactions, ils vont être associés pour chacune des transactions. Et finalement, par rapport à Visa et Mastercard et compagnie, donc on a fait un référentiel où on va enregistrer, en fait on a configuré les différents paramètres qui vont permettre d'automatiser les éléments et d'automatiser les transactions. Finalement, on termine avec une génération des écritures comptables. Comme vous voyez, là, on a une transaction qui a abouti à 5 écritures comptables. Bien sûr, le nombre, il va dépendre du type de transaction, il va dépendre si la banque elle est émettrice ou acquéreur, et il va dépendre aussi même du type de carte. Aujourd'hui, si on a une carte qui est en train d'être utilisée sur la base de plafond ou encore sur la base du solde, on aura des mouvements différents. Et tout ça est automatisé. Pour la partie chargeback, en fait, la gestion des chargebacks, elle se fait en émission, en réception, que ce soit pour les transactions nationales et internationales.
Le chargeback au niveau de notre plateforme, en fait, il assure l'aide à la décision. L'aide à la décision dans le sens où on a enregistré tous les motifs pour tout type de chargeback et les réponses possibles. Donc, vous n'êtes pas autorisé à faire des erreurs. On intègre aussi les délais de réponse parce que lorsqu'on a reçu un chargeback ou bien on a émis un chargeback, on peut avoir un vice de forme tout simplement en dépassant des délais de réponse. Donc, tout ça est intégré et c'est pour ça que la plateforme, elle assure cette aide à la décision. Et on a terminé par une couche de notification. Ça veut dire que en fait, lorsqu'on est en attente d'une information, on est en attente d'une information d'un commerçant, d'une impression de ticket, même si dans ce cas-là, si vous utilisez le gateway, vous n'avez pas besoin d'attendre le commerçant pour l'impression de ticket, vous pouvez l'imprimer directement. Mais c'est pour dire qu'on peut rappeler aux responsables de la banque qu'il y a des chargebacks qui sont en attente de réponse et que si vous ne répondez pas dans les temps, vous allez les perdre tout simplement. Donc ce qui est à retenir, c'est un processus automatisé de bout en bout. C'est une intégration continue des enhancements Visa et Mastercard. Sachez qu'aujourd'hui, Visa et Mastercard, ils font des enhancements semestriels. Et donc, nous, on les intègre de façon automatisée et que la transition et la mise en application exigée par Visa et Mastercard soient transparentes sans une intervention manuelle. Donc, on peut faire coexister 2 ou 3 enhancements. Comme ça, la transition automatisée, à minuit, on va utiliser le nouveau enhancement. Les transactions, la traçabilité, on a travaillé sur le maximum de granularité des informations. Donc du coup, on va avoir toutes les informations sur les commissions, sur les coûts appliqués et tout est détaillé. Et donc, on aura une meilleure visibilité sur nos charges et sur nos revenus selon le cas. Et à partir de là, forcément, on peut faire une action commerciale, on peut choisir les commissions à appliquer qui sont adaptées réellement au coût réel et aux charges et revenus. Donc pour le chargeback avec la gestion du workflow et délai. Passons maintenant au module de gestion de la fraude. En fait, le module de gestion de la fraude, il est basé sur une plateforme qui est ergonomique et conviviale. Elle est bâtie sur 6 piliers, on va dire. Donc premièrement, on gère ce qu'on appelle un ensemble de règles nationales, internationales. Ça veut dire aujourd'hui, on va se dire, on veut regrouper les règles à appliquer sur l'international, sur le national, sur l'ATM, sur le POS, sur le e-commerce. Donc, à l'intérieur de ces groupes de règles, forcément, on va avoir une liste de règles et on va avoir les valeurs de risque à appliquer. Pour accéder à une règle, tout simplement, on va appliquer des filtres qui vont nous dire si une transaction elle est éligible pour utiliser ces règles-là ou pas. Donc l'ensemble des règles, on a toujours misé sur en fait une interface ergonomique, là où on peut créer à travers toujours l'interface graphique, sans sortir de l'interface graphique, les règles qui peuvent être des règles logiques, des règles de liste, des règles arithmétiques, et on crée nos listes de conditions. Et le vrai plus par rapport à cela, c'est la partie cycle d'activité. Ça veut dire qu'on peut définir par rapport à une règle, à quel moment on va l'utiliser. Donc on peut appliquer une règle le matin, une règle le soir, une règle pour le week-end, une règle pour le courant de la semaine. Et donc on peut vraiment avoir des plages horaires où on peut activer, désactiver des règles. Aussi, au moment de la fraude, lorsqu'on détecte une fraude, il faut savoir notifier au plus tôt les personnes concernées. Les personnes concernées, ils peuvent être les responsables de la banque, mais aussi, ça peut être aussi les clients eux-mêmes.
Et quand on dit client, ça peut être le commerçant, ça peut être le porteur de carte. Et donc on a un template de création en fait de messages qui peut être des messages SMS ou des messages email, où on peut configurer, paramétrer un message avec des éléments qui vont être construits automatiquement. Et nous terminons par finalement un simulateur. En fait, toute règle qu'on va créer, tout simplement, il va falloir pouvoir la simuler, pouvoir la tester, pouvoir vérifier si l'objet dans lequel elle a été créée, il va être utilisé en sorte ou pas. Ça veut dire bloquer les règles, les transactions qu'il faut bloquer, laisser passer aussi les transactions qu'il faut passer. Et donc, on a un simulateur où on intègre que ce soit les transactions en bulk ou les transactions en mettant les paramètres, et on a le résultat des règles qui ont été sélectionnées par rapport à cette transaction-là avec les résultats. Toujours avec une interface assez claire et compréhensible par rapport à l'utilisateur. Pour la fraude, ça c'était la partie classique. En fait, on a ajouté une option IA. Et donc, l'option IA, en fait, c'est simple. Ça, c'est la partie exploitation. Donc, on va pas parler de la façon de créer, on va parler en fait juste après. Donc, c'est juste de dire que je peux choisir des règles IA et des règles classiques. Donc, on peut créer plusieurs modèles pour l'intelligence artificielle. Ça peut être un apprentissage pour des règles sur les opérations émetteurs, ça peut être pour les opérations acquéreurs, pour les opérations ATM, POS et ainsi de suite. Il suffit donc de créer, d'entraîner le modèle et de l'injecter dans notre système. Donc, la fraude, elle peut être gérée en mode que ce soit temps réel, donc au moment d'avoir une transaction, on répond systématiquement, ou encore en quasi-temps réel, ça veut dire que ça va bloquer peut-être la prochaine transaction s'il n'y a pas eu d'action, ou encore en mode batch à minuit ou périodiquement pour recalculer. Et à chaque fois, bien sûr, on peut utiliser les contraintes qu'on peut tester. Et bien sûr, la partie, que ce soit fraude, que ce soit la partie IA, c'est optionnel. Ça veut dire que ça peut aller en parallèle du traitement classique. Ça ne va pas bloquer le temps de transaction qui est très critique par rapport à une transaction en temps réel. Et donc, ça peut être en mode plug and play. Donc, à retenir, c'est plusieurs modules qui peuvent être émetteurs, hackers et en plus. On gère à la fois classique et IA. En plus, le serveur, en fait, il est en mode service API à consommer, et donc avec à la fois en mode ISO 8583 ou encore des web API, donc il peut être plugué à n'importe quel type de plateforme en mode consommation. Donc pourquoi on a utilisé, qu'est-ce que l'IA va nous rajouter? C'est face à des règles qui sont de plus en plus complexes, face à des personnes qui sont très imaginatives pour créer de la fraude. Et donc, ce qu'ils font, ils essayent de comprendre comment les gens réagissent, comment les règles elles sont faites, et ils sont en train de changer les métriques à chaque fois, petit à petit. Donc, avec l'IA, on peut automatiquement comprendre et déceler ces petites modifications-là. Alors que si on a à créer une nouvelle règle, on va bloquer quelque chose, une personne ne peut pas faire cela de façon classique. La masse de données, c'est le nombre de transactions qui sont en train d'être traitées. Il est quasiment impossible aujourd'hui, vous avez vu à Coinz l'ensemble et le jeu de transactions en Tunisie ou ailleurs. Donc c'est quasiment impossible d'analyser toutes les transactions de façon nominative. Et bien sûr, la tendance de la fraude qui est en mode évolution. Et donc, avec l'IA, on peut gérer l'évolution de façon très rapide. Comment ça marche? Donc, tout simplement, on a un modèle qui va être entraîné sur la base de données historiques avec les données de fraude.
À partir de ce modèle-là, donc la prochaine fois, lorsqu'on a une transaction, on va la soumettre à ce modèle-là qui va répondre instantanément pour dire si la transaction elle est frauduleuse ou pas. Cette décision-là, elle va alimenter notre base et on va pouvoir humainement intervenir pour que l'apprentissage soit le plus en plus proche de la réalité. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est par rapport à la partie IA, c'est qu'on a une adaptation rapide aux nouvelles tendances de la fraude, on a plusieurs modèles qu'on peut appliquer et on est toujours en amélioration continue au système. La deuxième partie, on sort de la fraude maintenant, c'est la partie connaissance du client. Donc notre application de l'IA qu'on a faite, on a travaillé finalement sur deux axes. Et l'axe, c'est toujours pour comprendre nos clients. Donc les deux axes, c'est la segmentation et classification des clients, que ce soit porteurs ou commerçants. Ça se fait à base d'une analyse comportementale propre à ce client-là, mais aussi à une étude de similarité avec une communauté. En fait, c'est pour faire simple, c'est un peu ce qu'est en train d'utiliser YouTube ou Facebook pour pouvoir offrir des vidéos, du contenu par rapport à ce que vous avez utilisé, ce que vous avez navigué, et en même temps par rapport aux personnes qui vous ressemblent à vous, et donc ils ont déjà fait des actions qu'on peut vous proposer à vous, grosso modo. Et le deuxième, c'est le système d'association entre événements transactionnels. C'est basé sur des éléments techniques, mais tout simplement, ce système-là, il va nous permettre de détecter l'appairage entre deux événements qui peuvent être successifs. Ça peut être, lorsque je vais chez le médecin, logiquement après, je vais aller à la pharmacie. Lorsque je vais acheter un billet d'avion, je vais éventuellement m'acheter je vais faire une réservation d'hôtel. C'est ce système qui va détecter cet appairage-là et ça va nous permettre de pouvoir recommander aux personnes et de pouvoir leur proposer de nouveaux services. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai tenu les 10 minutes. Super. Parfait. Merci à vous. Alors nous allons enchaîner. Oui. Je vais juste rapidement conclure sur cet échange avec un use case qui, j'espère, vous parlera sur l'utilisation de l'IA. Je pense qu'on a tous été confrontés un jour, que ce soit nous-mêmes, nos proches ou nos clients, à une problématique de retrait d'argent qui a été refusé pour dépassement de plafond. C'est souvent le cas dans la bascule de fin de semaine, quand le plafond doit être mis à jour et que la personne veut retirer de l'argent pour aller pour un besoin urgent un vendredi soir, aller à la pharmacie, j'ai besoin de 100 dinars, le DAB me répond non, tout simplement. Donc sentiment de frustration face à cette expérience avec un DAB. Ce que nous avons fait, c'est que nous permettons tout simplement de partir de votre connaissance client, de l'historique de votre client, du risque client, pour dire pourquoi ne pas lui donner cet argent. Je veux dire, un client qui a un plafond aujourd'hui de 500 dinars ou de 200 dinars par semaine et qui se retrouve bloqué parce qu'il a besoin de 50 dinars de plus que vous ne lui donnez pas parce qu'il est en dépassement de plafond, c'est un petit peu frustrant. Et qu'est-ce que ça vous coûterait à vous de lui donner cet argent-là si vous êtes quasiment sûr qu'il n'y a aucun risque, si en plus peut-être vous allez gagner en image ou si en plus vous allez gagner en commission. Donc il y a matière à réguler ce fonctionnement-là pour pouvoir mieux servir vos clients et gagner en retour en termes d'image, en termes de revenus et ainsi de suite. Donc ça c'est le premier. Le deuxième qui peut aussi vous intéresser, c'est un système de recommandation à destination de vos commerçants. Aujourd'hui, on n'est pas en train de faire le lien entre un client et le commerçant en matière d'incitation.
le système permet de parfaitement maîtriser le comportement de vos clients. On a été capable, et ça on l'a testé, on l'a testé avec une banque sur des données pendant 5 ans, on a été capable de prédire la prochaine transaction d'un client en matière de catégorie de commerçants et de créneaux d'utilisation. Donc à partir du moment où vous êtes en mesure de savoir si votre client X va aller quelque part et qu'il va dépenser à peu près tel montant à tel moment, vous pourriez utiliser cette data pour l'encourager à aller chez la même catégorie de clients, mais qui soit à vous, ou avec qui vous avez développé un programme de fidélité. Donc, il y a du revenu pour vos commerçants, pour votre réseau et pour vous. Donc, juste une petite illustration pour finir la session. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Moaz Rali. Donc c'était la partie business et je sais que c'est la partie qui est très intéressante pour vous. Nous allons pouvoir enchaîner. Alors, il y avait cette vidéo sur l'intelligence artificielle. Alors, j'ai envie de partager avec vous une citation et avoir un petit peu votre pensée autour de ça. Alors, il y a une citation qui dit « Le savoir est la seule richesse qu'on puisse dépenser sans rien en diminuer ». Est-ce que vous êtes d'accord? C'est la seule richesse. Le savoir. Et bien cette citation, on l'attribue à un conférencier connu, reconnu, que j'ai le plaisir, justement, peut-être je vais céder la parole à Moaz, il va convier son guest star du jour sur scène. Moaz, comment vous présenteriez notre invité surprise ou star aujourd'hui? Idriss, alors, pour la petite histoire, en fait j'avais, on se connaît bien depuis quelques années, mais j'avais la hantise de le faire intervenir dans notre conférence. Je me suis dit, passer avant Idriss ou passer après Idriss, sacré challenge. Donc j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise avec ça. Non mais Idriss, alors chercheur, écrivain, conférencier. C'est quelqu'un que personnellement j'aime beaucoup. Je lui ai demandé, il a accepté notre invitation gentiment, donc d'intervenir sur cette thématique qui est dans la continuité de notre intervention de ce jour. Donc, sans plus tarder, Idriss, je vais te céder la parole. Idriss Ahmed.